Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30 minutes de marche par jour permettraient de sauver 10 000 vies par an et 11 millions de malades à horizon 2050. Pour autant, 28% de la population ne suit pas la consigne d'avoir une activité physique régulière. Au fil du temps, les nouvelles technologies ont entraîné une réduction de notre activité physique. Alors une question se pose, sommes-nous en train d'annihiler notre corps et les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire étaient-ils en meilleure santé que nous ? Les matinales sport santé du Musée national du sport valorisent les bienfaits et l'incidence de l'activité physique sur les maladies chroniques. Elles interviennent grâce à 3 acteurs, le Musée national du sport, le pôle santé du département des Alpes-Maritimes et le soutien de la METRA 06, l'association pour la médecine du travail. Principal service de prévention, d'accompagnement et de bien-être au travail des salariés des Alpes-Maritimes. Le concept de ces rendez-vous bimestriels est très simple, faire dialoguer 3 experts scientifiques et 3 experts du milieu sportif pour donner des outils d'amélioration aux professionnels de la santé. De ces matinales Sport Santé, rapidement, nous vous présentons nos différents intervenants. À mes côtés, Delphine Tran, vous êtes diététicienne au service addictologie, hospitalisation, pôle santé mentale et addictologie, médecine légale publique intégrative au CHU de Nice. Voilà, tous les titres, bien entendu, sont sur l'écran. À vos côtés, Madame Gwendoline Thierry-Lavenant, vous êtes docteur en sciences de l'Université Pierre et Marie Curie, Paris-La Sorbonne, également chercheur à Harvard School et Vanderbilt à l'Université Nashville. Voilà, et les autres titres, bien entendu, sont indiqués aussi. Juste à vos côtés, Lionel Clos, vous êtes ex-directeur départemental Var et Alpes-Maritimes, établissement de soins en addictologie, et vous êtes ex-responsable aussi d'un centre de soins prévention en addictologie, Odyssée. À vos côtés, Daniel Ledan. Daniel Ledan, vous êtes ex-basketteur international, pas moins de 125 sélections en équipe de France. Vous avez participé au JO, vous êtes tombé également dans l'addiction de l'alcool. Vous allez témoigner, vous êtes créateur de l'association Sama Solidarité et Aide aux malades de l'alcool. À vos côtés, Ludovic Fornès, professeur de sport, référent sport santé au sein du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et puis également Simon Martin, vous êtes conseiller technique fédéral et enseignant au comité départemental sport adapté 06. Voilà pour nos intervenants. Et on va démarrer tout de suite par vous, Ludovic Fornès, première intervention. Vous allez nous exposer dans un instant donc les actions menées par le ministère des Sports au niveau national et départemental pour lutter justement contre les conduites addictives, et vous allez nous expliquer comment la pratique sportive est aujourd'hui considérée comme une thérapie complémentaire. Voilà, on fait quelques petits réglages et on va y aller bien entendu donc avec Ludovic Fornès. Et bien entendu, vous pourrez poser les questions à nos intervenants à l'issue de toutes les interventions. Voilà, on échangera à l'issue des différentes interventions. Ludovic, c'est à vous, merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, j'ai mis un chrono au cas où, pour éviter la cloche, en fait, simplement. Donc, je la démarre. En fait, je voulais surtout aborder un contexte général des addictions, faire un petit focus sur le ministère des Sports et de l'Éducation nationale, et un focus aussi un petit peu sur les Alpes-Maritimes, qui a pour l'objectif, en fait, c'est de faire une globalité de ce qui se fait au niveau national et au niveau départemental pour lutter contre les addictions. En sachant que je vais peut-être oublier des institutions, des associations, parce qu'il y a tellement de choses qui se font. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est d'essayer de voir dans sa globalité le fonctionnement pour lutter contre les addictions. Alors, en premier lieu, je voulais parler en introduction de la dépendance psychologique ou physique à une substance ou un comportement. Donc, l'addiction, c'est une dépendance physique et psychologique qui a une influence sur son comportement. Et donc, du coup, le sport aide de manière générale à lutter contre le stress et l'anxiété, et ce qui permet en fait d'être un outil, un exutoire sain qui permet d'avancer et de lutter contre ce type d'addiction, aussi bien au niveau préventif qu'au niveau des soins. Je regarde le chrono, là, je suis bien. Hein. Ouais, ça va. Donc, la santé mentale, en fait, elle doit être travaillée pour améliorer le comportement, et le sport aide à ça, simplement. Donc, en fait, sur le deuxième diaporama, je vais faire un peu. Ouais, si tu peux faire, Simon, ça serait super.
je voulais donner les chiffres des addictions en France. Donc, 31,8% des jeunes de 17 ans fument régulièrement. 60% des jeunes consomment de l'alcool. 7% des jeunes consomment du cannabis régulièrement. Et il y a aussi les jeux vidéo et les drogues dures, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces chiffres, ils montrent l'importance du problème des addictions, notamment avec un pourcentage élevé de la consommation de tabac, d'alcool et de cannabis. Donc, l'alcool, les drogues illicites touchent également une part importante de la population française. L'intérêt, en fait, de prendre le problème à bras-le-corps et de trouver des solutions pour éviter que ça arrive et éventuellement soigner ces personnes-là. Des autres chiffres qui sont aussi importants, c'est le coût économique et social des addictions. Donc, 120 milliards d'euros par an pour le tabac, 118 milliards d'euros par an pour l'alcool. Les drogues illicites, c'est 8,7 milliards d'euros par an. Donc, un coût total pour la société de 246 milliards d'euros. Alors, il faut le voir d'une manière à se dire que les taxes que l'État met en place pour ce qui est tabac, alcool, ne suffisent pas, en fait, à compenser, en fait, le coût économique et social. C'est-à-dire qu'il y a plus de conséquences de la consommation de ces produits sur... j'ai du mal à m'exprimer, désolé, je recommence. Je vais reprendre. Alors, en gros, l'objectif, en fait, c'est de se dire que ces chiffres ils illustrent l'urgence des actions renforcées par la prévention et la prise de ces produits-là. Et ça coûte trop cher, finalement, à l'État. Même si on se dit on va taxer, même si avec le tabac, en fait, ça a fonctionné un petit peu en 2015 parce qu'on a augmenté le prix du tabac, tout ça. Cette étude, elle date de 2023. On se rend compte que ça coûte très, très cher, en fait, à la société et à tout le monde. Donc, du coup, l'intérêt de mettre en place une campagne de prévention et de soins pour ces personnes-là. OK, moi, j'appuie là. En fait, c'est là. OK, donc, du coup, il y a des mesures préventives qui sont instaurées par les ministères. Alors, là, je vais parler du ministère de l'Éducation nationale, je vais parler du ministère des Sports, je vais parler de l'ARS, je vais parler de la Midelca, mais tous les ministères sont concernés, notamment avec la METRA, ministère du Travail. L'addiction, il est partout au final. Hein. Il est partout dans chaque être humain. On peut trouver une addiction. Donc, à l'Éducation nationale, en fait, on a mis en place École en santé. Donc, École en santé, c'est de prendre l'enfant et de l'accompagner pour qu'il soit en bonne santé tout au long de sa scolarité. Parce qu'un enfant qui est en bonne santé, c'est un enfant qui va qui va performer, qui va devenir meilleur, qui va se sentir mieux dans sa vie. Et donc, l'intérêt, c'est de prendre en considération l'éducation par la santé. Ensuite, on parle du sport qui est intégré dans les outils préventifs. Donc, a été mis en place les 30 minutes d'APQ dans les écoles primaires. Donc, activité physique quotidienne. Les activités physiques quotidiennes, elles sont faites de manière générale, c'est qu'en fait, on comprend qu'il y a une sédentarité qui s'est installée au sein des enfants. Donc, du coup, on aménage à travers des actions qu'on peut mettre en place et des financements et de la formation, une activité physique quotidienne de minimum 30 minutes pour qu'on évite la sédentarité chez les enfants. Je prends l'exemple aussi des collèges. Dans les collèges, on a rajouté 2 heures de sport en plus au collège. Donc, ce sont des associations qui viennent dans les collèges et qui proposent à des enfants ciblés sédentaires une activité physique soit innovante, soit autre chose, qui leur permette de se mettre en place sur une activité physique plus importante qu'est-ce qu'elles peuvent faire, surtout quand on est en sédentarité. Donc, on est sur un objet préventif avec le sport qui peut éviter les addictions. Quand on a 17 ans, on est au lycée, donc on sort du collège. Les addictions elles peuvent être récurrentes dès cet âge-là, voire même avant. On ne sait pas, hein, il n'y a pas encore eu d'études là-dessus. Je pense que c'est important de mettre en place le sport au sein de l'Éducation nationale et au sein du ministère des Sports. Donc, je vous parlais de la Midelca. Alors, la Midelca, en fait, c'est une mission interministérielle qui a objectif de rassembler tous les acteurs
qui sont là pour lutter contre les addictions. Donc, c'est dirigé par un docteur, c'est Medelka. Elle est là pour mettre en place des appels à projets qui permettront en fait de prévenir des addictions et de faire en sorte que ces addictions-là, elles peuvent être, comment dire, amenées à être sensibilisées, à faire de la formation, pour qu'on évite en fait que ces jeunes consomment des produits licites ou illicites qui détériorent leur santé. Voilà, tu peux continuer, s'il te plaît. Voilà. Et au sein du ministère des Sports et des Jeux Olympiques Paralympiques, il y a la grande cause nationale qui a été mise en place depuis les Jeux. Donc, avec le dispositif Bouger, c'est gagné et les 30 minutes d'APQ que je vous ai parlé tout à l'heure, dans l'objectif de favoriser le sport contre les addictions. Et je parle bien entendu de l'ARS qui coordonne les actions de santé publique et encourage l'activité physique pour la prévention des comportements à risque. Donc, on prend conscience au fil du temps que le ministère et l'État, en fait, prend à cœur ce sujet-là pour lutter contre les addictions dans un cadre préventif, bien sûr, et dans un cadre de soins aussi également. On va y revoir un peu plus tard. Merci. Donc, les mesures thérapeutiques sportives adaptées, donc l'APA, activité physique adaptée, est utilisée pour restaurer l'équilibre physique et mental des personnes en sevrage. Donc, je vais prendre l'exemple en fait, du centre d'addictologie du CHU de Nice, qui intègre l'APA dans les programmes de soins en réduisant les risques de rechute. Voilà. Donc, je pense qu'après, Delphine Tran pourra en parler. Voilà. Donc, je n'irai pas plus là-dessus. Et donc aussi, il y a le GDOS 06 qui sensibilise via les événements sportifs comme la caravane du sport. Azur Sport Santé, qui est un pôle ressources de sport santé qui aide sur les activités physiques adaptées pour les patients en réhabilitation. Et l'association SAMA avec M. Ledan qui est présent ici, ainsi qu'Addiction France, avec des programmes sportifs pour accompagner les jeunes adultes en sevrage et en plus pouvoir discuter avec eux, les accompagner dans leur sevrage et aussi sensibiliser aussi les jeunes, notamment, on pourrait parler de la troisième mi-temps, vous avez vu avec le rugby, c'est de plus en plus récurrent, on se rend compte qu'après un match de foot, un match de rugby, un match de basket, il y a une consommation d'alcool excessif, voire même de drogue aujourd'hui. Donc, il y a tout un intérêt à sensibiliser en fait les jeunes sur ce type de pratique de troisième mi-temps, d'où l'intérêt de mettre en place des actions pour prévenir. Et enfin, je voulais parler des maisons sport santé, donc, qui proposent des programmes d'activité physique adaptés pour accompagner les patients en réhabilitation. Donc, elles peuvent accompagner les personnes qui sont malades d'addiction à se sentir mieux. C'est la cloche, c'est ça? Il me reste 2 minutes. C'est bien, j'ai presque fini. Et les bienfaits, en fait, c'est une réduction du stress, une amélioration de la santé physique et mentale et la prévention des rechutes. Donc, les conséquences des addictions pour le sport et comment le sport aide. Donc, l'addiction, elle peut entraîner des maladies chroniques, la détérioration de la santé mentale. Et donc, les personnes atteintes de maladies chroniques en France, elles sont très nombreuses. Donc, l'intérêt, c'est de faire de la prévention là-dessus. Le sport améliore la condition physique et réduit l'anxiété et aide à reprendre le contrôle sur soi. Et le sport aide à restaurer l'équilibre et les relations sociales, puisque être addict sévère a des conséquences sur sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa vie familiale. Voilà. Et pour conclure, le sport est un levier essentiel de la prévention et de la réhabilitation des addictions. Il améliore la santé physique et mentale tout en favorisant la réinsertion sociale. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Ludovic Fornès pour votre intervention. Nous allons enchaîner tout de suite avec Madame Delphine Tran. On le rappelle, vous êtes diététicienne au service addictologie du CHU de Nice. Vous allez nous expliquer comment le patient est pris en charge, notamment pour intégrer l'activité physique dans un protocole diététique. Et votre approche sera détaillée pour montrer les bienfaits justement thérapeutiques du sport dans la restauration du circuit de récompense. Voilà, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci. Bonjour à tous.
Alors, j'ai 2 aveux à vous faire. Le premier, c'est que je suis dopée quand j'ai pris des produits avant de venir. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste des vitamines, des antioxydants parce que je suis un peu malade. Donc, si j'ai une quinte de tout, ne vous étonnez pas. D'accord? Je ne suis pas en train de mourir, presque. Et le deuxième aveu, c'est qu'à la base, je n'aurais pas dû intervenir. Je m'étais inscrite m'asseoir avec vous en tant que spectatrice. Et vendredi, j'ai su que mon chef de service qui devait intervenir aujourd'hui, le docteur Chéric, ne peut pas en fait parler aujourd'hui parce qu'il est en déplacement. Et donc là, on m'a demandé vendredi de faire une présentation pour aujourd'hui. Donc tout ça avec la maladie, bon, je vous raconte pas. Voilà. Et en fait, je suis pas totalement là par hasard non plus parce que je voulais vous dire que en fait, j'ai aussi un passé de grande sportive. J'ai été 10 ans en équipe de France de Wushu, donc les arts martiaux chinois. Et j'ai commencé par les arts martiaux vietnamiens. J'ai été plusieurs fois championne de France. J'ai été aussi championne d'Europe. J'ai 2 titres, en fait. J'ai une médaille d'or et d'argent en main nue et en épée. Et j'ai aussi un DEGEPS, donc je donne des cours de Qigong et de Tai Chi aux patients en addicto. J'ai plusieurs casquettes dans mes services. Voilà. Merci. Bon, tout ça pour vous dire, voilà, comme ça, soyez un petit peu clément. J'ai eu que 2 heures pour préparer ce discours. Donc voilà, je voulais préciser quand même un truc très très important, c'est que l'activité physique, on ne va pas la prescrire bien sûr dans une consommation aiguë de produits, hein. Ça va être prescrit souvent à un niveau de prise en charge un peu plus avancé, soit en ambulatoire parce que ça se passe bien, les patients ont commencé à réduire leur consommation, ou bien c'est en hospitalisation, en cure, ou bien en post-cure, on va prescrire une activité physique, bien sûr. Eh bien, moi aussi, j'interviens dans ce cadre-là parce que pareil, hein, je vais pas dire, bon, bah, vous allez sobre à la séance de sport et puis après, on va parler de changement d'habitude. Au début, c'est pas le moment. Voilà. Donc, comme vous le savez, dans la prise en charge des addictions, on encourage à améliorer donc l'hygiène de vie. La nutrition a une place importante et l'activité physique va de pair avec une bonne alimentation. Et j'ai remarqué depuis 14 ans que je suis dans mon service maintenant que une personne atteinte d'addiction n'a pas le poids de forme qu'elle devrait avoir. En fait, son état nutritionnel en plus peut vraiment influencer les soins qui lui sont prodigués par la suite. D'ailleurs, j'ai trouvé une revue systématique qui date de 2017 qui dit que le mauvais état nutritionnel des personnes atteintes d'addiction, donc d'alcool et de drogue, a de graves conséquences sur leur santé physique et psychologique, ce qui peut entraver leur capacité à résister aux substances abusives et à recouvrer leur santé. Alors, la prise en charge diététique, comment elle s'articule avec l'activité physique? Alors, mon discours va se diviser en 2 parties. En gros, il faut retenir qu'on va avoir 2 profils de patients. En fait, on va avoir ce qu'on appelle un risque de dénutrition ou un état de dénutrition avéré. En fait, c'est un diagnostic diététique qui est validé par le comité scientifique, qui se base à la fois sur des critères phénotypiques, c'est-à-dire qu'on va regarder le déficit pondéral, donc la perte de poids, l'IMC, relever aussi s'il y a une perte de masse maigre et de la force musculaire. Vous savez que dans certaines consommations, c'est ce qui se passe. Et puis, il y a aussi des critères étiologiques, c'est-à-dire on va noter un peu les apports alimentaires, on va voir qu'il y a une réduction de ces apports très importante. Parfois, il y a des patients, souvent, ils me disent je mangeais plus qu'une fois par jour, ou même je sautais des repas et ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Donc, ils arrivent en service d'hospitalisation dans cet état de dénutrition. Ça peut être aussi une situation d'agression, hein, comme une pathologie chronique qui vient se greffer, un état inflammatoire évolutif. Et tout ça, ça va augmenter les dépenses caloriques. Juste une petite remarque aussi, j'ai fait des statistiques dans mon service d'hospitalisation et en fait, ça a montré là en début d'année qu'un patient sur 5 en fait, souffre de dénutrition modérée ou sévère. Donc c'est quand même beaucoup. Alors comme je disais, il peut y avoir aussi une situation de gain pondéral allant du surpoids à l'obésité, ce qui peut entraîner un diabète, problème cardiovasculaire, la stéatose hépatique dysmétabolique, parce qu'il va rajouter en fait des comorbidités à une pathologie initiale qui est déjà complexe. Alors, du coup, on pourrait penser que dans une situation de dénutrition, prescrire une activité ne serait pas pertinente, c'est vrai, puisque ça augmente les dépenses énergétiques. Or, je vous rappelle que la synthèse musculaire, c'est-à-dire la fabrication et la reconstruction des tissus, des muscles, c'est un processus qui est stimulé par 2 paramètres, l'alimentation, une alimentation équilibrée, peut-être là on va modifier un petit peu, on va enrichir un petit peu plus en protéines, mais en tout cas, l'alimentation et l'entraînement. Les 2 processus, ensemble, ça va permettre
de développer et d'entretenir le tissu musculaire qui a été perdu. Donc, du coup, on va réajuster les apports caloriques et protéiques, mais aussi le type d'effort. Donc, au niveau de l'effort physique, on va plus dire des séances pas trop longues, plutôt 20 minutes maximum, pas d'efforts trop longs, pas de contraction excentrique, plutôt des exercices à contraction concentrique ou isométrique, mais quelque chose d'assez simple, ou bien de la marche, voilà, pour ce type de patient. Ensuite, du coup, pour l'autre situation de gain pondéral, bah, c'est facile, on dit tout le temps, hein, l'alimentation équilibrée, l'entraînement, c'est le meilleur moyen de retrouver le poids de forme. Et je vais me dire encore mieux, parce que quand il y a une pathologie associée, une comorbidité, comme je vous ai dit, le diabète, etc., bah, l'activité physique, ça va réguler la glycémie, ça va corriger la dyslipidémie pour les problèmes cardiovasculaires, les triglycérides, le cholestérol, donc super. Pour la stéatose hépatique dysmétabolique ou pour la cirrhose, eh ben, l'activité physique, ça va diminuer les gamma-GT, donc c'est ça qui rend en fait, la toxicité au niveau du foie. Donc vraiment, l'activité physique, elle est vraiment conseillée dans ce genre de situation. Par contre, il peut arriver que chez certains patients, vous savez, hein, dans l'addiction, c'est tout ou rien. Quand ils arrêtent tout, ils ont envie de tout bien faire. Ils veulent tellement bien faire que du coup, ils sont prêts à se priver. Et on va du coup souvent observer des fois un excès de zèle vers, comme je dis souvent, il y a une frontière qui est mince, vers un transfert d'addiction, vers les troubles alimentaires. Donc là, je vous parle vite fait de l'orthorexie. Donc l'orthorexie, on mesure tout, on évite tout, on mange plus rien, on compte les calories, etc. C'est horrible. Non, il faut laisser ça aux diététiciens. Et même pire encore, ça peut être de la bigorexie. Donc on court après les calories, dépenser et avaler. Et ça peut même être encore pire, on va éviter d'en parler parce que sinon ça va durer plus de 10 minutes, la boulimie et l'anorexie. Et en fait, très souvent, dans psychiatrie, on parle de pathologies duelles, c'est-à-dire que ce sont des pathologies à la base qui sont couplées à l'addiction initiale. Et lorsque le produit est effacé, eh bien, quelque part, la pathologie originelle prend le dessus. Et souvent, les troubles alimentaires, ça se retrouve, vous savez, en addictologie, ça se retrouve très, très facilement. Quand je les retrouve là en sevrage, les troubles alimentaires, il y en a beaucoup. Sur l'alcool, par exemple, les troubles alimentaires, la boulimie, l'hyperphagie, c'est très récurrent. Pour la bigorexie, j'ai un très bon ami, collègue psychologue en unité d'addictologie qui m'a dit que dans ses patients, 20% de ses anciens héroïnomènes avaient un passé de bigorexie. Voilà, il m'a appris ça il y a 2 jours. Je dis, c'est super intéressant. Je vais le redire. Donc, en fait, les troubles alimentaires, voilà, on en fait toute une montagne, mais il y en a finalement beaucoup en addictologie et c'est souvent mélangé. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, voilà, donc, je note ça pour dire donc, vigilance sur ces comportements. Et du coup, le but de tout ça, déjà au niveau diététique, on va toujours prescrire une alimentation équilibrée, hein. On ne va pas chercher à faire des régimes draconiens. D'ailleurs, jamais, dans tout type d'obésité, hein, jamais on va prescrire de régime draconien parce que ça peut engendrer, ça peut favoriser des troubles alimentaires. Et on va corriger, on va faire une rééducation au niveau du comportement alimentaire aussi. Et au niveau des calculs des besoins énergétiques, on va se baser sur le poids de forme, le poids habituel, où on réduira les apports de 15 à 20% environ. Voilà. Je ne vais pas détailler plus, je laisserai les questions si ça vient tout à l'heure. Donc, la deuxième partie, on ne va pas parler que du physique, on va parler un petit peu du côté un peu psychologique, tout en restant à ma place de diététicienne. Je voulais vous rappeler que le circuit de récompense est altéré dans les addictions. Or, il existe un circuit neuronal entre les intestins et le cerveau par le nerf vagal qui est responsable de la motivation et de la récompense. Ma collègue Gwendoline vous détaillera plus ça sera son sujet tout à l'heure. Mais du coup, je voulais vous dire que les intestins ou le microbiote intestinal, il est modulé, il est modulable par une alimentation équilibrée, donc vite fait, hein, par exemple une alimentation riche en fibres, variée. Et il est modulable aussi avec un entraînement physique régulier. Plus la durée de l'effort, plus l'intensité de l'effort va être importante, plus il va y avoir une modification du microbiote intestinal. Donc les deux, la nutrition plus le sport, sont vraiment le meilleur moyen de corriger le microbiote intestinal, en fait, aussi bien aussi qualitativement que quantitativement. Et au final, si on améliore le microbiote, on améliore en fait les fonctions cérébrales et l'humeur. Et du coup, on améliore aussi en partie le comportement alimentaire et on aide finalement indirectement à réguler le circuit de la récompense.
Voilà, bon, bah, vous l'aurez compris, hein, l'activité physique couplée à la nutrition ont vraiment des rôles clés dans la prise en charge des addictions. Je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment pour votre intervention. Merci beaucoup à Delphine Tran pour tout cet exposé. Puis des questions, bien entendu, viendront à l'issue des différentes interventions. Nous allons enchaîner avec justement Gwendoline Thierry-Lavenant. Vous êtes, on le rappelle, docteur en sciences à l'université Pierre et Marie Curie à Paris-la-Sorbonne. Et justement, vous allez développer l'impact de ce microbiote sur les addictions selon l'axe, on va dire, intestin-cerveau et comment un microbiote équilibré est essentiel à notre santé, à la santé globale. Merci. Bonjour, alors merci Delphine pour cette transition. Merci Véronique, merci Stéphane pour l'organisation. Merci à vous, je suis ravie d'être ici avec vous et de parler du microbiote, ce sujet qui me passionne. Donc je suis docteur en sciences. Je suis spécialiste, enfin je suis chimiste analytique spécialisée dans le domaine du microbiote et de la micronutrition. Alors la micronutrition, c'est quoi? C'est en fait toutes les réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de la cellule et qui nous permettent de rester en bonne santé. Et donc je suis consultante scientifique dans ces domaines d'expertise. Donc qu'est-ce que nous savons exactement aujourd'hui du microbiote? Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et voilà, donc je vais faire un point très bref là-dessus. Donc, le microbiote, déjà, au niveau des définitions, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de micro-organismes, donc virus, bactéries, champignons, archées, qui vivent dans un environnement défini. Ici, on va parler du microbiote intestinal, mais il y a plein d'autres microbiotes. Donc, il y a 2000 espèces bactériennes qui peuplent nos intestins. On a plus d'ADN microbien que d'ADN humain. Et ces bactéries, je vais essentiellement parler des bactéries parce que c'est celles qu'on étudie aujourd'hui, produisent une centaine de métabolites. Alors ça, c'est très intéressant, ces petits métabolites, c'est des petites molécules. Alors forcément, moi, en tant que chimiste, j'adore, qui sont produites par ces bactéries et qui vont avoir un impact vraiment sur notre santé. Donc voilà, donc je vous disais, on parle de l'homme microbe parce qu'en fait, on a plus d'ADN microbien que d'ADN humain. Donc c'est vraiment une relation symbiotique entre l'homme et ces microbes. Et donc la chimie du microbiote, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être vraiment, donc on va apporter ces nutriments, ces fibres qui sont à la base indigestes pour l'homme. Si on n'avait pas nos microbes dans nos intestins, on serait incapable de digérer les fruits et les légumes. Et ils vont produire ces petites molécules-là. Donc j'en ai mis 3, c'est les acides gras à chaîne courte, butyrate, propionate, acétate, qui ont un impact énorme sur le bien-être et la santé. Et donc, une perturbation de cet écosystème microbien, parce qu'on c'est vraiment un écosystème avec plein d'espèces et de variétés différentes qui vont agir les unes avec les autres. Cette perturbation va aboutir à des maladies métaboliques chroniques. Voilà. Donc, le rôle du microbiote, donc, il a un rôle au niveau du métabolisme. Au niveau de la communication, axe intestin-cerveau, que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui avec la production des neurotransmetteurs. Au niveau de la fonction immune, le système immunitaire et le microbiote sont très liés, voire associés. Et au niveau de la fonction barrière, que je vais vous montrer un petit peu quand même, parce que cette fonction barrière, elle est très importante. Donc, on appelle ça leaky gut en anglais, peut-être vous avez plus entendu parler de ça. Et au niveau des consommateurs d'alcool. Donc cet équilibre microbien, c'est comme tout dans la vie, tout doit être à l'équilibre. Donc on a les bonnes bactéries, les bactéries pathogènes, les bactéries commensales, et tout le monde vit vraiment en harmonie, en symbiose. On a besoin de tout, aussi bien des mauvaises que des bonnes, mais le but, c'est que ça reste en équilibre. Donc quand on est à l'équilibre, tout va bien, et c'est ce qu'on peut caractériser aujourd'hui, un microbiote sain, par une balance appropriée de la composition de très nombreuses classes de bactéries. Voilà la définition d'un microbiote sain aujourd'hui. En fait, il faut être à l'équilibre. Malheureusement, il arrive souvent que cet équilibre se déséquilibre. Et donc, il y a une dérégulation et ça conduit à une inflammation. Alors, vous avez posé la question, mais quel est ce lien entre ce déséquilibre et l'inflammation? Je vais vous expliquer très brièvement tout à l'heure, vous allez comprendre.
Donc, qu'est-ce qui impacte cet écosystème microbien? Donc, déjà, il y a l'implantation à la naissance, hein, par voie naturelle, accouchement césarienne, l'allaitement, le lieu de naissance. Comme l'a dit Delphine, donc alimentation, mode de vie, activité physique très importante pour l'équilibre de ce microbiote. Prise de médicaments antibiotiques, ça vous en doutez bien, les perturbateurs endocriniens, les PFAS, comme on entend parler, l'alcool, la drogue, le tabac, le stress, tout ça va venir perturber l'équilibre. Et puis bien évidemment, l'âge, les facteurs génétiques, l'environnement et l'épigénétique peuvent créer, donc ce déséquilibre s'appelle en fait une dysbiose. Et aujourd'hui, on est capable de dire que toutes ces maladies chroniques, donc infection, obésité, c'était la première maladie en 2013 où on a pu faire un lien entre microbiote et pathologie, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, hépatique, les MICI, inflammation chronique de l'intestin, anxiété, autisme, dépression, troubles bipolaires, Alzheimer, Parkinson, troubles du comportement alimentaire, addiction, allergie, eczéma, maladie auto-immune, toutes ces maladies sont associées à un déséquilibre du microbiote. Donc là, je vous ai mis à gauche un microbiote sain. Donc, c'est un microbiote avec beaucoup d'espèces différentes et variées, ce qu'on appelle un microbiote riche et qui va être synonyme de santé. Et au milieu, les microbiotes pauvres. Donc, on a beaucoup de bactéries, mais toutes les mêmes, ou des bactéries différentes, mais pas beaucoup. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau de l'intestin comment ça se passe. Donc, on va descendre. Donc, voilà. Donc, là, on se trouve dans la lumière intestinale avec les villosités, là, les petits doigts qui ont leur rôle d'absorption des nutriments. Et on voit dans cette lumière-là ces bactéries qui sont là et qui sont au niveau du tube digestif. On va aller voir au niveau des villosités exactement comment ça se passe. Et là, voilà. Donc là, clairement, c'est un super intestin avec des cellules épithéliales de l'intestin. Tout va bien, les cryptes. Pour information, l'intestin, c'est l'organe qui se renouvelle le plus rapidement. 5 jours chez la souris. Et ça, je sais, j'ai fait l'expérience. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, donc là, on a tout le système immunitaire, en haut, le microbiote. On voit bien que chacun est à sa place. Il y a quand même des communications, hein. Des fois, les cellules dendritiques sont capables de passer leurs bras pour aller communiquer un peu avec les bactéries et aller sentir un peu ce qui se passe, si tout va bien, s'échanger des informations. Mais sinon, tout le monde est à sa place. Et parfois, donc voilà, on y est, hein, le leaky gut, la perméabilité intestinale, ouverture de la barrière. Tout le monde passe, toutes les molécules passent, les bonnes bactéries, les bonnes molécules, les mauvaises, tout passe. Et là, c'est réaction du système immunitaire. Ça veut dire que la barrière a été franchie, elle n'avait pas à être franchie. Et c'est activation du système immunitaire, production de molécules pro-inflammatoires qui vont passer par voie sanguine et inflammation. Voilà, donc un autre schéma où on voit bien une belle barrière intestinale et une barrière intestinale perturbée. Donc on voit bien la production des molécules pro-inflammatoires, les cytokinines, voilà, tous ces réactions qui peuvent se produire quand on a une barrière intestinale perturbée et qui est le cas chez les personnes consommatrices abusives d'alcool. C'est vraiment cette barrière intestinale et qui va provoquer l'inflammation qui va être vraiment la première chose à réguler. Donc encore une fois, on voit bien là, une fois encore, la perméabilité intestinale, activation des cellules immunitaires, production des TNF-alpha, des cytokines qui passent dans le sang et qui vont venir enflammer. Voilà, donc ça, c'est la communication axe intestin-cerveau. Donc, je vous parlais donc, de ces métabolites qui sont produits au niveau intestinal, qui vont passer par voie sanguine. Il y a aussi la voie immunitaire, là, comme on a vu avec les inflammations et production de cytokinines. Il y a la voie endocrine, parce qu'on a des cellules endocrines au niveau de l'intestin qui vont produire les neuropeptides, qui vont être activées. Ces cellules vont être activées par les métabolites et ça va passer aussi jusqu'au cerveau, et la voie nerveuse, parce qu'on a un système neuronal entérique au niveau de l'intestin. Tout ça avec le nerf vague. Et on voit bien que beaucoup de choses partent de l'intestin et notamment de ces petits métabolites, là, ces petits points rouges qui sont vraiment très importants pour le métabolisme et l'organisme. Donc, encore une fois, ça, c'était un papier dans Nature où on voit bien l'impact du microbiote sur l'intestin et que le microbiote contrôle le système nerveux cognitif et émotionnel. Donc, beaucoup de choses partent de l'intestin.
Mais ça, c'est pas nouveau, hein. Ça a été dit il y a plus de 2000 ans que toute maladie commence dans les intestins. Voilà. Et là encore, un autre papier en 2022, hein, où on voit bien ces différents systèmes de communication, systèmes immunitaires, endocrines, entériques, circulatoires et nerfs vagues, via ces petits métabolites qui sont produits par les bactéries directement ou indirectement au niveau de l'intestin et qui vont induire des maladies neurodégénératives, neuropsychiatriques, enfin voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que microbiote va avoir un impact sur la douleur, les maladies neurodégénératives, l'obésité, l'addiction, l'épilepsie, les maladies, les accidents cérébrovasculaires, les inflammations chroniques de l'intestin, l'anxiété, les traumatismes, les troubles psychiatriques. Voilà. J'ai bientôt terminé. Et donc, je voulais juste vous montrer donc là vraiment cette importance en fait des fibres qui vont être utilisées par les microbes pour produire ces petits métabolites au niveau de l'intestin qui vont avoir un rôle hyper important. Et donc, je finis avec l'addiction. Donc là, on voit bien, dans le cas de l'addiction, donc comme je vous ai parlé, le leaky gut, et donc qui va produire cette inflammation, qui vont aussi produire des métabolites qui vont agir au niveau du cerveau et augmenter l'anxiété et la dépression. Ça, c'est des travaux qui ont été faits par un groupe belge. Et ça, c'est très intéressant, en fait. C'est en fait un transfert de microbiote. Donc, ils ont pris des selles de patients alcooliques dépendants qu'ils ont transférées dans une souris. Ils sont aperçus qu'il y avait une dysbiose, un déséquilibre avec une augmentation de l'éthanol. Et donc, cette augmentation de l'éthanol va avoir un impact au niveau d'un métabolite qui s'appelle le bêta-hydroxybutyrate, qui a un effet neuroprotecteur. Donc, ce métabolite va être diminué. Figurez-vous que ce métabolite, il est synthétisé au niveau des mitochondries hépatiques. Donc là, c'est très, très intéressant parce que les mitochondries, tout le monde en a entendu parler. Au niveau du sport, ce sont vraiment les petites organites qui sont sollicitées parce qu'elles produisent l'ATP. Et donc, ce métabolite va produire de l'énergie. Et donc, l'augmentation de l'éthanol va aussi produire une augmentation du stress oxydant. Et donc, là encore, on est on voit bien là, la nécessité, donc, en faisant du sport pour diminuer ce stress oxydant, au niveau de l'alimentation pour rééquilibrer ce microbiote. Et donc, agir aussi en faisant du sport régulièrement de manière tout à fait, pas de manière intensive. On va aussi stimuler ces mitochondries qui seront plus fonctionnelles et donc réapporteront, pourront de nouveau produire ce bêta-hydroxybutyrate important dans ce cas-là. Et donc voilà, j'ai terminé et j'ai un peu dépassé, désolée. Mais pas du tout. Et je reste à votre disposition parce que je suis allée un peu vite. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ah oui, nous aurons des questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Gwendoline. Thierry Lavenant, merci pour votre intervention. Et nous allons enchaîner avec un duo à présent, celui de Lionel Clos et de Simon Martin. Et voilà, vous allez nous présenter tous les deux les bienfaits psychosociaux, cette fois, de la pratique sportive et son influence sur le changement de vie. Ce sera illustré d'ailleurs par des témoignages tirés du film intitulé À deux roues, qui raconte une itinérance thérapeutique portée par la Fédération Addiction France. Voilà, on vous écoute également avec beaucoup d'attention. Merci. Donc on n'a pas 12 minutes, on a 24 minutes. Puisqu'on est deux. Là, on a le maître du chant. C'est bien ça. Parce que voilà, ce qu'on vous propose en fait, c'est de parler rapidement avec Simon. On est très proche avec Simon à Addiction France et le comité départemental. C'est une histoire qui dure et avec un lien très très fort sur. On a vite identifié qu'on devait être complémentaires sur la question addictive et la question de pratique de sport adapté. Et donc à partir de, ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble? 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, je suis plus le directeur Addiction en France, il ne faut plus que je dise maintenant, mais maintenant je suis le directeur du pôle socio-judiciaire à LC, donc c'est complètement autre chose. Voilà, donc on a travaillé pendant très longtemps, on a développé des activités, des ateliers de sport adaptés avec le comité départemental, et donc ça je laisserai Simon vous dire un peu comment c'était construit.
Et après, moi, je vous parlerai du projet peut-être qu'on a monté, on le fait dans cet ordre-là, Simon, hein, du projet qu'on a monté ensemble. Et ça sera illustré pendant 17 minutes, en fait, par des extraits d'un film qu'on a monté avec les patients du XAPA Odyssée et qui témoignent, en fait, des bienfaits de la pratique sportive par rapport à leurs problématiques addictives. Simon, je te laisse le premier. Du coup, une petite présentation de ce qu'on fait en collaboration donc, sur ce partenariat. Donc, on a 3 programmes d'activité physique. C'est pas seulement de l'activité physique, parce que bon, vous le savez, l'addiction, c'est une maladie biopsychosociale. Donc, on ne peut pas traiter un seul symptôme. L'activité physique permet de traiter, mais on a une approche pluridisciplinaire. Donc là, on est quand même sur des programmes qui sont à moyen terme et qui permettent d'avoir cette approche pluridisciplinaire et de traiter un maximum de symptômes pour aussi avoir des résultats qui sont assez positifs. Donc, le premier programme que nous avons, c'est un programme de sport sur prescription. Donc, on est sur un programme passerelle qui est assez classique, donc avec de l'intervention en activité physique sur 3 mois, de la sensibilisation, pour après permettre donc aux patients accueillis d'intégrer des clubs, de continuer à pratiquer en autonomie et pourquoi pas de continuer à pratiquer entre eux. Le deuxième programme que nous avons et qui s'est terminé cette année et qui était un très beau projet, c'est le projet Triade. Donc, c'est un triathlon adapté, un triathlon pour tous que nous avons fait donc, avec les patients en addiction. Mais avant ce triathlon, bien sûr, on ne les a pas envoyés sur un triathlon comme ça dans l'eau sans entraînement. Donc, il y a eu toute une période d'entraînement, toute une période d'appropriation des épreuves pour pouvoir arriver au jour J avec un objectif, donc un objectif ultime d'activité physique, mais un objectif en amont quand même de création de liens, avec tous les effets psychosociaux donc, que peuvent avoir les entraînements, les rencontres, etc., sur lesquels je vais revenir un petit peu dessus après. Donc, pourquoi on a construit ces programmes? Ce n'est pas un hasard, et ça a été très bien présenté juste avant par Ludovic et par Delphine, notamment. Il y a quand même une certaine littérature qui nous dit que les activités physiques en addiction a des bienfaits. Malheureusement, on va en trouver beaucoup moins que sur le cancer, c'est encore assez flou et il y a pas mal de choses à faire, mais notamment sur la prévention. Ludovic en a très bien parlé, donc je vais revenir très rapidement dessus. En milieu scolaire, donc l'activité physique et les programmes aussi donc de prévention d'addiction permettent une diminution de la propension à consommer par la suite. Ensuite, vous avez tout ce qui est activité physique et en intervention précoce et en soins. Comme l'a dit Delphine, l'activité physique va stimuler la même voie de récompense que ce que vont stimuler donc, les drogues ou encore les substances qui peuvent être consommées. Et enfin, vous avez ce qui est plus important encore et ce qui ressort un peu plus souvent maintenant, l'activité physique et son impact sur le craving, donc sur cette envie irrésistible que l'on peut avoir de consommer la substance ou le comportement. Et donc, il y a quelques études qui prouvent que l'activité physique, donc de manière régulière, ou des petits programmes d'AP peuvent permettre une diminution du craving à court terme. Pour l'instant, on n'a pas encore de preuves réelles sur les effets à moyen ou long terme. Mais on est déjà quand même sur quelque chose de pas mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité physique seule ne suffit pas. Et bien sûr, donc c'est tout l'intérêt de notre propos, c'est qu'il n'existe pas vraiment d'études qui montrent que l'AP a un impact sur le changement comportemental sur les addictions. Donc, vous allez voir par les témoignages qu'on a recueillis une première approche de cette idée. Et donc, je vais laisser Lionel présenter rapidement le programme à 2 roues. Alors, si nous, on devait intervenir sur la question sociale et psychosociale, donc ce qui nous a conduit à développer ce projet, c'est bien que les constats qu'on faisait par rapport aux patients qu'on reçoit en XAPA, les XAPA, c'est les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addicto. Pour information, on est 11 acteurs sur les Alpes-Maritimes, donc ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de XAPA. Si je le mets en perspective avec le Var, il y a 4 acteurs dans le Var. Ce n'est pas tout à fait le même bassin de population, mais les Alpes-Maritimes sont plutôt bien pourvus. Et donc, si j'en reviens à la problématique des publics, les conséquences immédiates de la problématique addictive chez nos patients, c'est bien la rupture sociale, l'isolement, la désocialisation, voilà. Et donc, le fait aussi des pratiques collectives de sport. On n'a pas utilisé que le sport au sein du XAPA Addiction France. On a utilisé la médiation culturelle, le cinéma, enfin, plein de supports. Par rapport à notre aventure là, de l'année dernière, ça fait déjà un an, ça passe vite, hein, Simon.
L'idée, c'était, on était beaucoup plus ambitieux au départ, hein, puisque on travaillait, le médecin dicto de XAPA Odyssée, c'est Olivier Laroche. C'était Olivier Laroche, il est parti en même temps que moi. Et en fait, c'est un médecin du sport, passionné du sport. C'est lui qui nous a aussi aidé sur la question médicale et sur le suivi des patients à monter ce projet. Et donc, au départ, notre ambition, c'était de traverser la Méditerranée en VA. Le VA, c'est les pirogues à balancier tahitiennes, et on voulait y mettre 3 patients, 2 professionnels et un rameur. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on s'est inspiré d'un projet qui s'appelle le Psycyclette. On s'est inspiré, qui vient de terminer, je crois. J'ai vu ils viennent de terminer là. L'idée, c'est un tour en vélo. Je ne sais pas, il y a combien d'étapes? Une vingtaine d'étapes, hein, je pense. Et ça s'adresse plus particulièrement aux handicaps psychiques. Donc, c'est une mixité c'est du recrutement sur les femmes, enfin, sur différentes structures du handicap. Et donc, nous, on a repris cette idée-là de la pratique sportive en groupe. Donc, on a utilisé le vélo et avec la volonté de mixer les pathologies et que ça ne soit pas un groupe de patients addictos qui se retrouvent ensemble, mais on s'est associé aussi avec l'association Isatis sur le handicap. Et l'idée, c'est d'avoir cette mixité de groupes pour justement enrichir les relations. Et à la fois, ils parlaient de leurs problématiques addictives, mais ils parlaient surtout de ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient été et ce qu'ils aimeraient être. Et ça, c'était intéressant sur la question sociale. Donc, si je fais très rapide, parce que ça ne dure que 7 minutes, là, vous allez voir, en fait, le support qu'on utilise normalement dure 40 minutes. Il a été réalisé par les patients. C'est-à-dire, je leur ai donné carte blanche pour pouvoir. Donc, on a été interviewés tout au long de notre périple. Hein, et en fait, après, je leur ai donné carte blanche au niveau du montage pour pouvoir monter le reportage de 40 minutes. Et leur parti pris était de donner la parole aux patients. Autant on a plein de rushs d'interviews des professionnels, autant ils n'ont pas voulu que ça soit ça, mais que ça soit vraiment les témoignages des patients. Donc, c'est ce qu'on va vous permettre de visionner. Puis après, on répondra à vos questions aussi. Le but thérapeutique de cette semaine, finalement. Et bien sûr, après des émotions fortes, il y a la redescente qui est dure. Voilà, bien, bravo. Bravo pour ce film. Merci à tous les deux et merci pour ce film extrêmement porteur. On provoquera en nous, bien entendu, des réactions. Et puis, je vous demande d'accueillir le dernier intervenant, M. Daniel Ledan, un ancien basketteur international. On le disait tout à l'heure, beaucoup de sélections en équipe de France. Et vous allez nous faire partager votre expérience sur, justement, on en parlait tout à l'heure, ces problèmes de troisième mi-temps et comment on en guérit. Vous allez nous présenter également un film sur votre vécu qui a été primé en 2022 au Festival international du sport. J'ai 75 ans. Je suis un ancien basketteur. J'ai été vice-champion d'Europe junior, champion du monde militaire, meilleur marqueur français pendant 2 ans. J'ai 125 sélections en équipe de France et j'ai été 3 fois capitaine de cette équipe de France. Je suis un ancien basketteur, mais les circonstances de la vie font que je suis également un ancien alcoolique. Né à Courcelles-les-Lances dans le Pas-de-Calais, Daniel grandit au rythme des rebonds et des paniers. Joueur incontournable, il écume plusieurs parquets de son nord natal avant de rejoindre l'Olympique d'Antibes. Lorsqu'il raccroche le maillot, ce sport et ce sud qu'il aime tant lui permettent de devenir entraîneur puis directeur des sports de la ville d'Antibes. Mais alors qu'il est rattrapé par son addiction à l'alcool, Daniel doit disputer un match crucial face à lui. Sa seule issue, gagner pour la vie. Retour sur le parcours d'un champion, avec ses fragilités et toute sa détermination. Soir de match à Antibes, les Sharks reçoivent Denain. Hasard du calendrier, les 2 anciens clubs de Daniel s'affrontent en 2e division. Ici, le basketteur est un peu à la maison. D'ailleurs, son nom figure toujours au milieu des légendes. Des sélections. Après, vous avez d'autres joueurs avec qui j'ai joué. J'ai joué avec. Apparemment, je suis le seul en noir et blanc, mais c'est parce que je suis une exception, quoi. Non, je rigole. Ces 4 murs sont une partie de sa maison et un témoin de son histoire. Ce soir, Daniel retrouve un ancien coéquipier, Sylvain Grandca, qui ne tarit pas d'éloges sur son mentor. Daniel était un super joueur. Quand il rentrait sur le terrain, c'était un fou, quoi. Il encourageait tout le monde. Moi, il m'a encouragé.
Disons que j'étais son petit poulain, quoi. Et visiblement, Daniel Ledan a marqué les esprits, autant par sa carrière que par la suite. C'était un joueur talentueux, c'était un gros shooter, un garçon qui avait du caractère, hein, terminé sa carrière comme directeur des sports d'une ville importante dans l'Alpes-Maritimes. C'est aussi montrer que c'était un garçon fort intelligent et fort brillant. Joueur retraité depuis 1993, Daniel n'en est pas moins un supporter fidèle. Fidèle à son club d'abord, mais aussi à sa ville. C'est ici qu'on le connaît et qu'on parle le mieux de lui, comme en témoigne le maire d'Antibes, Jean Leonetti. C'est un homme qui a surmonté beaucoup d'épreuves et qui, en surmontant ces épreuves, a valorisé l'ensemble de son énergie. Et donc, bien sûr, ça a été un grand champion, bien plus, ça a été un grand directeur des services des sports, mais surtout, c'est un homme qui mérite d'être connu. Si aujourd'hui Daniel applaudit la relève, il aurait pu ne jamais être là, à cause d'une des addictions les plus mortelles en France. À l'âge de 45 ans, Daniel fait face à un drame, et la boisson qu'il avait assimilée plus jeune à la fête va vite devenir une alliée de taille, mais aussi une ennemie redoutable. Je perds mon fils, un accident de moto. Le cerveau, il dit, oh Daniel, c'est pas bien, tu n'as pas le moral là, qu'est-ce qui est là? Mais et si tu buvais un petit peu, peut-être que tu rigolerais un peu plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il commence alors à boire tous les jours et à toute heure. Il perd le contrôle de sa vie jusqu'au jour où il parvient à demander de l'aide. Daniel trouve cette aide précieuse ici, à Cabris, dans une clinique aux aires d'auberge de vacances sur les hauteurs de Grasse. Ah, mais je crois que l'idée de départ, lorsqu'ils ont installé cette clinique, c'était de rester, de ne pas montrer un hôpital bien tout neuf et ainsi de suite. Donc l'idée de rester dans une villa, en fin de compte, c'est une villa, quoi. Après avoir osé faire le premier pas, il va passer 4 semaines, loin de tout, dans ce centre adapté aux addictions. Je pense que j'avais compris au départ que j'étais vraiment mal. Et j'ai dit, il faut que je me soigne. Et je suis arrivé quand même ici avec l'état d'esprit de dire, je vais me soigner, je vais m'occuper de moi. Donc je pense que j'avais fait un pas. Chaque recoin évoque en lui des souvenirs forts, notamment cette petite maison cachée au fond de la cour. Si la bulle pouvait raconter des histoires, ce serait extraordinaire, parce que qu'est-ce qu'on peut entendre dans la vie de chacun, les soucis de chacun dans la petite enfance, surtout dans la petite enfance. Parmi ceux qui écoutent ces histoires, Rémi Beau est directeur du centre. Et pour lui, cette bulle est un élément central de la thérapie. Faire un travail de groupe, c'est mieux d'être en cercle, dans un lieu un tout petit peu retiré. Les personnes parlent de leur vécu, de leur histoire, beaucoup de leur enfance, et mettre ça en interaction les uns avec les autres. Et très souvent, parce qu'on a du mal à repérer chez soi, on arrive à mieux comprendre quand on a vécu un peu les mêmes choses, les conséquences, les répercussions que ça a eu chez l'autre. Ces dialogues en équipe ont changé à jamais la vie de Daniel. Les 4 semaines passées ici, j'ai eu une deuxième vie extraordinaire. Hein. La première chose que j'ai faite, je suis arrivé à Antibes et je suis allé au bistrot, parce que je suis un homme de bistrot, j'aime beaucoup le bistrot. Et je suis allé dans le bistrot où j'allais toujours boire. Et je suis arrivé et j'ai dit, bon, bah, aujourd'hui, ce sera un petit café. Et depuis, bah, c'est toujours le petit café. L'homme de bistrot a ensuite créé une association pour venir en aide aux malades de l'alcool. Il a choisi d'être cette main tendue, celle qui lui a sauvé la vie 25 ans plus tôt. Je dis toujours à des gens qui, quand ils me téléphonent en me disant « Allô, est-ce que je peux vous rencontrer ?» Je dis « Vous venez de faire 50% du chemin. » Oui, les 50% qui restent, c'est peut-être pas les plus faciles, mais il en reste que 50. Hein. Alors qu'il a lui-même connu l'enfer, pour Daniel, il était évident de consacrer le reste de sa vie à aider son prochain, mais surtout à prévenir plutôt que guérir. Un travail qu'il mène aujourd'hui auprès des jeunes générations. Nous retrouvons Daniel à Antibes sur un parquet qu'il connaît très bien. Aujourd'hui, il vient à la rencontre de jeunes basketteurs de l'Olympique d'Antibes pour partager son message de prévention, mais aussi réveiller quelques souvenirs. Ça doit faire 25 ans que je n'ai pas pris un ballon. Au-delà de la joie de fouler le parquet, son intervention est cruciale.
Pour lui, comme pour le club, très sensible au danger des addictions. Ils sont très très jeunes, hein. Là, c'est vraiment des jeunes, donc c'est très bien que vous ayez pu le faire avec eux, parce que voilà, ça les éduque un petit peu par rapport à ça. Mais chez les plus vieux, les espoirs, etc., oui, il y en a plein qui pensent que, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, une fois par mois, puis après, ça devient une fois tous les 15 jours. Daniel a aujourd'hui une trentaine de minutes pour sensibiliser ces jeunes et le doyen ne passe pas par 4 chemins. À l'âge de 45 ans, j'ai vu beaucoup, plus que beaucoup, et quelquefois encore plus. C'est-à-dire que j'étais pratiquement sous tous les sous. La perte de son fils, la descente aux enfers, sa prise de poids bien avant sa prise de conscience. Daniel en partage chaque chapitre avec ses jeunes sportifs afin de les alerter le plus tôt possible. Il faut savoir que je faisais 135 kilos. J'étais rond comme ça. J'avais un ventre comme ça. Oui, pour rigoler, mais c'est comme ça. J'ai 136 kilos. Et je me suis mis devant la glace, devant le miroir, dans la salle de bain, et j'ai dit, Daniel, il n'y a que 2 solutions. C'est ou tu t'arrêtes, mais il faut vraiment mettre tous les atouts de ton côté, ou alors tu continues. Mais si tu continues, tu vas doubler les doses. Comme ça, tu iras plus vite au tout. Parce qu'il faut savoir qu'un alcoolique, quand il est au bout du rouleau, c'est plus s'en sortir, c'est une forme de suicide. S'il lui a réussi à s'en sortir, il tient à expliquer comment se construit et comment agit une dépendance sur le long terme. Quand on fait la 3e mi-temps, il y a de la joie. Le cerveau enregistre joie et alcool. Et il se met dans un petit coin du cerveau ici, enfermé. Et un jour dans votre vie, vous avez un pépin. Problème de boulot, problème d'argent, divorce, perte d'un être cher. Et il se passe quoi? On va chercher de l'alcool. Et on va chercher cet alcool qui vous apporte momentanément de la joie. Une victoire, une célébration, l'occasion est parfaite pour se laisser aller. Mais la 3e mi-temps et ses tentations ont un impact durable sur le corps. Si vous avez la chicha, whisky, vodka derrière, raccrochez les chaussures. Parce que peut-être que moi, j'ai joué jusqu'à 34 ans. Peut-être que si je n'avais pas fait la 3e mi-temps, j'aurais peut-être joué jusqu'à 38 ans ou 39. Avec l'aide de spécialistes, Daniel a édité une plaquette riche d'informations sur le sport et la santé. Son plus grand souhait aujourd'hui est que ce document se retrouve dans toutes les mains et sensibilise les jeunes générations, sportifs ou non. Vous verrez, il y a de la relaxation, de la préparation physique, diététique, et ainsi de suite. Ça a été fait par le chercheur du CNRS, ça a été fait par des étudiants, ça a été fait par des entraîneurs. Et vous verrez ce qu'il y a. Et faites attention, les gars, 3e mi-temps. Qui n'a pas eu ça? Au cours de sa vie, Daniel a accumulé des titres, mais aussi des cicatrices qu'il a transformées en force pour aider son prochain. Avec la création de son association il y a 15 ans, il est intervenu auprès de 25 000 personnes, des jeunes, des sportifs, des éducateurs et des malades. Si une seule parole peut contribuer à sauver des vies, alors à 75 ans, Daniel Ledan n'a pas fini de s'exprimer. Il y a la plaquette que vous pourrez prendre, que je vous ai amenée en sortant, si vous voulez. Je suis un peu ému parce que c'est la première fois que je me vois sur grand écran, alors c'est extraordinaire. Cette vidéo, elle a été réalisée par 3 jeunes filles, 3 élèves de l'école de journalisme de Nice que j'avais rencontrées lorsque je suis intervenu dans le cadre de la prévention. Et elles m'ont demandé si elles pouvaient faire une vidéo pour finaliser leur examen de fin d'année. Et maintenant, je crois, donc ça fait 4 ans quand même. Donc ça me fait 79. Mais elles sont dans la vie active, elles sont journalistes. Il y en a une qui est à BFM dans le coin. Voilà. Donc, que voulez-vous que je vous rajoute de plus après cette vidéo? C'est simplement que je peux vous dire, c'est que moi, je ne suis pas médecin, psychologue, chercheur et ainsi de suite. J'emploie mes mots, pas de mots scientifiques, j'emploie les mots que vous avez pu entendre là.
Et c'est pas facile de toujours de parler de l'alcool et tout. Voilà. Par contre, moi, un sujet que je connais fort bien, c'est l'alcool. L'alcool, je le connais avant, pendant et après. Voilà. Pourquoi j'ai intitulé la troisième mi-temps? La troisième mi-temps, je crois qu'actuellement, c'est un sujet que l'on peut voir régulièrement concernant des rugbyman et tout. Encore ce matin dans la presse, je vois qu'un un footballeur sous l'emprise de l'alcool a frappé son épouse. Et je pense que c'est un sujet auquel il faudrait s'attacher parce que chez les sportifs, beaucoup de sportifs ont eu des problèmes. Il y a très longtemps, un rugbyman qui tue sa femme, un autre qui se tire une balle dans la tête. J'ai joué avec des joueurs en équipe de France qui, bien sûr, on annonce qu'ils sont décédés parce qu'ils ont eu un cancer généralisé ou une longue maladie, alors que c'est malheureux, mais moi je suis obligé de dire qu'ils sont décédés de cirrhose. Et donc, voilà. Est-ce que s'attaquer à ce sujet actuellement, je pense qu'il est temps, vraiment temps, mais est-ce que vraiment il y a volonté de faire? Est-ce qu'il y a volonté de faire? Par exemple, j'ai envoyé cette vidéo à des journalistes écrits, des journalistes de la télévision et tout. Pas de réponse. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Un seul journaliste m'a téléphoné, un journaliste de l'équipe, qui me dit Daniel, moi personnellement, je connais parce que mon papa avait des problèmes d'alcool, mais je ne peux pas faire d'article sur ce sujet. Il ne peut pas faire d'article sur ce sujet. Voilà. Et on parlait de joueurs, et on parlait notamment d'un joueur footballeur, je ne dirai pas son nom, mais il me dit ah, bah oui, mais nous, à l'équipe, on l'appelle Monsieur Whisky Coca. Donc, voilà. Donc, j'avoue que c'est pas facile et je sais que je vais contrarier un petit peu mon ami. Mais dans ma démarche, j'ai envoyé la vidéo au président de la République, à Madame Macron, au ministre des Sports et de la Santé, à l'Agence nationale du sport, un peu partout. Vous avez eu des réponses, vous? Moi, je n'ai pas eu de réponse. Même pas un petit mot, et ce serait sympathique. Bravo pour ce que vous faites. Continuez. Voilà. Même pas ça. Même pas ça. Voilà. Donc, en ce qui concerne les aides que j'ai pu avoir, c'est vrai que la jeunesse et sport, quand la jeunesse et sport était à Nice, il était beaucoup plus facile d'avoir des relations humaines, mais maintenant, il faut écrire à l'ANS et ainsi de suite. Quand l'ARS vous répond ah, mais on ne peut pas vous subventionner parce qu'on veut subventionner les grosses structures parce qu'il n'est pas facile de surveiller les petites structures comme la mienne. Oui. Donc, ça fait ça fait plaisir. On prend le conseil régional qui l'employé vous téléphone en disant on ne peut pas vous aider, mais si vous venez faire l'action sur Marseille, on va vous aider. C'est vraiment sympathique et tout. Voilà. Je voulais simplement ajouter ça. Est-ce que la prévention pourrait être faite dans tous les clubs sportifs? Moi, je dis oui. Ce serait facile et je donne simplement une petite idée et je m'arrêterai là. Je dis lorsque les clubs demandent une subvention au Conseil général, à la mairie, à l'ANS et ainsi de suite, on doit fournir compte rendu financier, compte rendu moral, compte rendu d'activité. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter de fournir une attestation comme quoi on a fait de la prévention sur l'alcool, le dopage, la diététique, le harcèlement et ainsi de suite. Je pense qu'il y aurait possibilité. Mais est-ce que les élus le souhaitent? Je ne sais pas. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment, Daniel Ledan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura sans doute des questions à vous poser. Alors justement, avant de passer à vos questions, une toute dernière intervention, celle de Nina Tiss. Vous êtes préparatrice mentale pour les joueurs de handball de l'OGC Nice. Voilà,
On vous écoute, merci. Bonjour. Alors, c'est vrai que je me suis pas encore présentée à tout le monde. Moi, je suis Nina, je suis préparatrice mentale. Et cette année, j'essaye de créer un projet avec le club de l'OGC Nice Handball féminin. Je suis la seule représentante féminine, je crois, du staff d'ailleurs, donc j'en suis fière. Et merci beaucoup à tous les intervenants pour ce matin. J'ai beaucoup appris. Et je suis encore plus consciente aujourd'hui de mon rôle, ce qui est d'accompagner donc les athlètes en préparation mentale, mais aussi les jeunes. Je suis une ancienne enseignante. J'ai été pendant 15 ans enseignante à l'Ariane. Et donc, j'ai pu voir un petit peu beaucoup de dérives. Et mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les jeunes et les moins jeunes sur la prise en compte psychologique de leur quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que un jeune qui fait du sport, il a 2 entraînements par jour. Souvent, par exemple, j'accompagne un nageur de Monaco et il a l'école, les devoirs, être un bon fils, être un bon copain. Et en fait, tout ça, c'est une charge mentale énorme. Et cette charge mentale, si elle n'est pas prise en compte, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit à côté de lui et qui va lui dire comment tu te sens, comment ça va aujourd'hui, toi, eh ben, cette charge mentale, elle peut dévier sur des addictions. Parce que forcément, c'est exactement ce que vous nous avez expliqué, lorsqu'on dérègle notre organisme, on va aller chercher une source extérieure à notre bien-être. Et peut-être l'alcool, comme il vient de nous le dire, va inhiber ponctuellement les problèmes. Et là, mon rôle intervient parce que moi, je vais m'asseoir à côté de lui une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Ça va dépendre un petit peu du budget, hein, parce que forcément, on a des contraintes budgétaires, notamment dans le sport. Vous savez que ce n'est pas évident de rencontrer, il nous l'a justement dit, des subventions pour faire des interventions. Moi aussi, je rêve de faire des interventions dans tous les clubs de sport pour expliquer à quel point c'est important de prendre en charge l'humain derrière la machine qui fait la performance. Et effectivement, lorsqu'on se rend compte à quel point juste de s'asseoir à côté de quelqu'un et de lui demander s'il va bien, ça peut réduire le risque d'avoir recours à l'alcool, d'avoir recours à des substances, parce qu'on cherche la performance. Alors, on a parlé de l'alcool, on peut aussi parler du tabac, mais on peut aussi parler des produits dopants. Parce que comme on est dans une recherche de performance, d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut, et au bout d'un moment, on n'est qu'un corps humain. Qui, en plus, ce corps humain est déréglé donc par la nutrition, mais également par notre cerveau, par nos émotions. Et si personne ne prend en compte nos émotions, il n'y a personne qui va pouvoir le faire à notre place. Et moi, j'ai ce rôle-là et j'ai vraiment envie que la préparation mentale devienne un allié de tout ce que vous faites déjà. Et je vous félicite pour tout ce que vous faites déjà parce que c'est le bien-être de chacun d'entre nous, de chacun de nos enfants, de vos enfants qui est mis à rude épreuve. Et je vais rebondir sur le rugby et la 3e mi-temps parce que lundi, je monte à Grasse intervenir sur un club de rugby. Et justement, donc en préparant mon joli PowerPoint, j'ai aussi vu un article dans l'équipe d'un joueur de rugby qui parle de la préparation mentale. Alors moi, j'ai envie de l'encadrer dans tous les clubs de rugby. Et il parlait justement de la 3e mi-temps et de la dérive de la cocaïne en expliquant que si chaque joueur avait un préparateur mental qui s'occupe de son bien-être, qui s'assoit à côté de lui pour lui demander si ça va pas, là, tu as fait un mauvais match, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas que l'aspect technique dans le joueur, il y a tout l'aspect mental. Et si l'aspect mental est bien pris en compte, les addictions derrière, forcément, elles vont se réduire, mais de moitié, parce que la personne n'a plus besoin d'aller chercher ce réconfort-là, puisque les solutions, on les a tous en nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Nous allons à présent passer aux questions-réponses. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser à nos différents intervenants. Donc, n'hésitez pas. On vous passe le micro et on prend un petit instant, bien entendu, d'échange avec nos différents intervenants. Merci, docteur. Je commence. Merci vraiment à tous pour ces enseignements qui sont très, très riches aussi pour nous et pour notre réflexion. Et dans le cadre de la direction de santé au département, je souhaitais répondre à Monsieur Ledan et lui dire qu'il a tout à fait la possibilité auprès du département de demander une demande de subvention pour son association.
Et je demande à mes équipes d'aller chercher quelle est l'utilité publique de l'association qui met en œuvre sa mission et comment est-ce qu'on la calcule en impact en santé. Voilà, parce que c'est pour ça que, en tout cas sur cette thématique-là, le département subventionne. On subventionne effectivement le sport, mais on subventionne aussi cette vision-là de santé publique. Et pour certaines associations, c'est important qu'ils nous fassent remonter quels sont les bénéfices et les impacts en santé qu'ils ont pu mettre en œuvre et démontrer de par leur activité. Donc, merci à vous de nous faire aussi et d'avoir démontré à quel point c'est important d'intervenir comme ça, parce que c'est vraiment une mission essentielle, cette prévention à tous les âges de la vie. J'avais une question aussi par rapport au microbiote. Est-ce que vous avez démontré l'action de l'alcool néfaste sur le microbiote et la difficulté, toute la chaîne après inflammatoire qui se met en route. Est-ce que tous les toxiques ont le même mode d'action? Est-ce qu'il y en a, on imagine, est-ce que, je ne sais pas moi, les drogues dures ont la même action sur le microbiote que l'alcool? Oui, en fait, ça va être au niveau de la barrière intestinale, à chaque fois de la perméabilité et de l'ouverture de cette barrière. Alors, est-ce que c'est la dysbiose qui va créer l'ouverture ou est-ce que la toxine va rendre la dysbiose voilà, au niveau du cercle, on ne sait pas trop encore qui est la poule, qui est l'œuf, mais en tout cas, il y a une association, il y a un impact. Et oui, les autres toxines, que ce soit les autres drogues, ça va vraiment agir au niveau de cette barrière intestinale. Et est-ce que du coup, dans l'accompagnement nutritionnel, pour ces personnes qui sont donc soumises à leurs addictions, vous utilisez des compléments alimentaires oui, alors et tous les supports de probiotiques qui peuvent exister? Alors, en fait, c'est quelque chose de hyper personnalisé parce que chaque individu va avoir un microbiote différent. Et ça va vraiment dépendre. Mais oui, soit on peut utiliser des probiotiques, mais alors ça va vraiment falloir savoir lesquels, utiliser les bons en fonction de la personne. Pas forcément en première intention. Après, on peut aussi utiliser les métabolites, ce qu'on appelle les postbiotiques. Je pense notamment au butyrate, qui a aussi un impact au niveau de la barrière intestinale et qui va venir réparer la barrière intestinale. On peut aussi utiliser les prébiotiques, qui vont être les fibres. Mais voilà, mais c'est vraiment, il n'y a pas de protocole universel. Il va y avoir un protocole pour chaque personne, en fonction de la personne et en fonction du moment donné. Voilà. Mais oui, en agissant sur l'alimentation, on agit sur la dysbiose et on agit ensuite au niveau axe intestin-cerveau. Avez-vous d'autres questions à poser? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous concernant nos différents intervenants sur ce qu'ils ont dit, des réactions, des témoignages? Madame, merci. Bonjour et merci pour les interventions. J'avais une question à poser au réalisateur de la vidéo avec les vélos. Les différentes pathologies, est-ce qu'elles ont été mélangées, les différentes addictions, ou des petits groupes étaient faits au préalable et après pour discuter? Comment ça s'est passé au niveau de l'organisation? Merci. Et merci. Alors, je ne suis pas le réalisateur de la vidéo, mes compétences informatiques se limitent à Word. Mais sinon, oui, les addictions étaient mélangées. Donc, vous avez sur le programme, il y avait 23 patients qui sont venus sur la semaine à vélo, donc avec des objectifs thérapeutiques différents. Et il y avait tout type d'addiction avec, Lionel, tu pourras peut-être compléter par la suite. Et il y avait aussi du handicap psychique dans le lot. En fait, les équipes d'Exapa vont vous dire qu'on peut rentrer au niveau des pathologies des patients de deux façons, soit par rapport au produit en lui-même, en sachant que la majorité des patients qu'on a en Exapa sont polyconsommateurs, donc ce n'est pas toujours pertinent de rentrer par les produits, puisque quel produit est le plus destructeur? Ils le sont tous, donc ce n'est pas nécessairement là. C'est bien la question de la dépendance qui préoccupe aujourd'hui les soignants.
Et c'est la dimension, les XAPA sont dans le champ du médico-social et pas du sanitaire, parce que ça oblige à un suivi, à une construction de parcours pluridisciplinaire. Donc, autant intervenir sur la question sociale que sur la question insertion, que sur... Voilà, c'est vraiment là. Et la deuxième porte d'entrée, aujourd'hui, on parle de pathologie duale addicto-psychiatrie, qui aujourd'hui peut permettre de qualifier les troubles de comportement que peuvent avoir certains patients. Et donc, la porte d'entrée, elle est souvent là. Et c'est aussi pour ça qu'on a mixé avec l'association Isatis, notre groupe, parce que sur les troubles psychiques ou les troubles psychiatriques, la plupart de nos patients avaient ça de commun. Donc, c'était plus intéressant de travailler sur la question des troubles de comportement et de cette régulation que peut apporter le sport sur ces troubles-là. Merci. Est-ce que vous allez renouveler les expériences comme celle-ci que vous avez faites avec le vélo? Est-ce que ça, peut-être avec d'autres disciplines sportives? Moi, je ne suis plus chez Addiction France, mais je regarde mon ami là-haut, Nicolas Clairet. Aujourd'hui, ouais, c'est la référence santé de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, je suis le directeur du pôle socio-judiciaire ALC. Donc j'ai la direction notamment de la Villa Arc-en-Ciel à Grasse. Et donc, c'est vrai que j'ai aujourd'hui l'ambition de développer avec le comité départemental, je l'espère, vraiment une proposition d'ateliers de sport adapté pour ces publics-là qui ont à la fois des pathologies, enfin, sont consommateurs, trafiquants, des problèmes cognitifs, des problèmes psychiques, etc. Enfin, ils ont déjà plus des problèmes judiciaires, mais ça, c'est un plus. Voilà, et donc je pense qu'aujourd'hui, oui, le développement d'ateliers de sport adapté pourrait être pertinent parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, donc moi j'ai 9 jeunes sur la Villa Arc-en-Ciel, leur intérêt commun, c'est la pratique du sport. Ils ont pratiqué en tant qu'enfants souvent du sport en club et ils ont ce souvenir de bons moments dans cette pratique sportive. Donc aujourd'hui, il est opportun sans doute de leur recréer ces conditions-là et ces sensations-là. Oui. D'autres questions? Oui, docteur. Après, j'en aurai une. J'ai vu dans vos diagrammes sur vos 3 programmes que le maintien de l'activité physique adaptée après 1 an sur les groupes que vous aviez choisis, elle reste quand même complexe, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de perdus, pas de perdus de vue, j'espère, mais de perdus. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont plus dans un programme et ils ne sont plus accompagnés, ou est-ce que c'est parce que les addictions reprennent le dessus? Moi, je peux juste parler parcours et toi sur la question du suivi. Mes collègues là, parlent souvent de revenants. Ce n'est pas des fantômes dans les parcours. C'est qu'on sait que les parcours addictos, en fait, ils ont de toutes les façons, ils ne sont pas linéaires. Il y a des ruptures systématiques. En sachant que aujourd'hui, on a changé de démarche. Autant il y a 20 ans en arrière, on visait le sevrage pour faire la preuve de la guérison. Aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. Aujourd'hui, on est sur la réduction des risques et des dommages. C'est-à-dire qu'on va se donner les moyens à la fois pour faire une évaluation de la consommation ou du problématique addictive et de pouvoir aider à accompagner la personne sur la maîtrise de cette consommation, voire la réduction, et pas avec comme but final le sevrage. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça veut dire aussi que sur les ateliers, bien sûr, dans le contrat moral qu'on peut passer avec les patients, on est conscient, et ils le savent, qu'il peut y avoir ces ruptures-là. Et c'est aucunement sanctionnaire. C'est chacun fait à son rythme et en fonction de sa capacité. Donc, sur le suivi et l'accompagnement, c'est pour ça qu'on travaille avec le comité, c'est autant le comité va nous apporter toute la technicité liée à l'encadrement des séances, la construction des séances, leur évaluation, à la fois l'évaluation collective et l'évaluation individuelle. Et ensemble, on va travailler après chaque parcours pour qu'il y ait quand même une évolution de l'apprentissage, à minima de l'apprentissage. Oui, pas grand-chose à rajouter. Et je pense que la personne sur le documentaire le dit bien. Le plus difficile après les programmes, c'est ce qui va suivre et comment maintenir du coup cet état de bien-être dans lequel ils étaient. Donc on a ce suivi, on a ces liens sociaux qui sont créés, qu'on essaye de garder de différentes façons.
Et malheureusement, les parcours de vie font que par moment, on a des pertes. Certains n'arrivent pas à trouver non plus de continuité là-dedans. Certains n'en ont pas forcément envie non plus. Il y a diverses raisons qui font qu'ils abandonnent. Mais par exemple, suite à ce programme à 2 roues, on a eu 3 personnes dont une qui est complètement sortie du cercle d'Exapa et de l'addiction. Et donc, s'il y en a une sur 23, c'est déjà totalement une réussite. Donc voilà. Malheureusement, c'est difficile de convaincre tout le monde. Oui. On a bossé ensemble. Beaucoup sur le dispositif sport sur ordonnance, qui est un dispositif très pertinent parce qu'il rentre bien dans le parcours médical du patient. Et ça, je trouve que c'est encore une chose intéressante à creuser. D'accord. J'ai une question qui va paraître un peu... attendez. Oui, attendez. Je vous amène le micro. Merci. Je vous en prie. Bonjour à tous. Merci de la qualité de vos interventions et je m'excuse du retard dû à un trafic très intéressant à Nice. Donc j'ai loupé un peu le début, mais par contre j'ai raccroché le wagon. J'ai bien compris la pertinence évidemment de l'activité sportive dans toute la chimie et la dimension psycho. Et à l'inverse, du coup, ça a généré une question en disant que justement les sportifs de haut niveau, il y a de fait de l'activité, toute cette qualité microbiotique, etc., qui va se générer aussi tout un chaînon hormonaux avec la récompense, la satisfaction, l'accomplissement, enfin bon, j'imagine tout ça. Et quand ça s'arrête, quand on passe de haut niveau à une activité plus traditionnelle, je voulais savoir justement dans le milieu de l'addicto, est-ce qu'on voit ces publics-là arriver parce qu'à un moment donné, il y a trop de vide, il y a trop de place laissée vacante par rapport à tous ces bienfaits et tout ce que l'activité sportive de haut niveau permettait, l'accès. Et est-ce que vous avez vu des ponts qui se faisaient à l'inverse de façon néfaste, en fait? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Oui, c'est ça, la brutalité de l'arrêt, de passer, de se sevrer, en fait, finalement, c'est ça, de se sevrer. Alors, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai fait 8 années à l'INSEP, dans lequel on est pris en charge. Parce qu'il y a le parcours de formation, il y a le parcours de vie, le parcours sportif, il y a un parcours de vie, il y a une prise en charge médicale. Et c'est vrai que ce sujet-là est un vrai sujet problématique, c'est parce que du jour au lendemain, la carrière s'arrête et il y a un vide qui s'installe. Alors, on peut avoir un vide suite à une réussite sportive, ou un vide suite à des échecs, ou un vide suite à une fin de carrière. C'est vrai que c'est difficile à gérer. Et ça revient un peu avec le témoignage de Daniel, sur le fait qu'une fois que la joie est partie, il faut qu'on retrouve la joie ailleurs. Et du coup, c'est un vrai sujet que le ministère doit prendre en compte. Voilà, on a maintenant c'est déjà le cas, c'était des sportifs en reconversion. Mais les sportifs en reconversion, c'était plutôt lié à une reconversion professionnelle une fois qu'on a fini sa carrière de haut niveau, en sachant que les sportifs de haut niveau qu'on a pu voir dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, un jour ou l'autre, ils auront une fin de carrière, mais aussi au niveau financier, c'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne sont pas riches, quoi. Ils ne sont pas du tout riches. Alors qu'il y a que les footballeurs qui ont beaucoup d'argent en général, ou les grands basketteurs éventuellement, mais très peu au final. Donc du coup, la joie du sport, la reconnaissance, tout ça, à titre personnel, je peux le dire, il y a une chute, il y a une vraie chute qu'il faut gérer. Voilà. Le pont avec l'intervention aussi de Madame qui disait en préparation mentale, c'est le pont entre la préparation mentale et la prévention que défendait Monsieur, c'est-à-dire que ces espaces de joie, de plaisir, d'accomplissement, de reconnaissance narcissique aussi, d'estime de soi, basiquement, Exactement. avec tous les chaînons, physiologiques et psychologiques qui vont avec. Je pense qu'en effet, ça devient un indispensable. Il faut plus que ce soit un impensé, quoi. Il faut. Et oui, c'est un vrai sujet. C'est un peu ce que signifiait Monsieur, c'est-à-dire qu'il y a encore quand même un silence, une chape de plomb autour de ça, alors qu'il va falloir qu'on en fasse quelque chose, quoi. Avec en plus accès à des produits aujourd'hui de plus en plus, c'est plus que l'alcool, ou voilà, on a quand même des choses beaucoup plus accessibles, très néfastes et qui génèrent d'autres typologies d'autres comportements addictifs, quoi. Moi, j'ai été sportif de haut niveau, mais je n'ai pas été pro, comme le sont beaucoup de basketteurs maintenant.
Donc l'avantage, c'est quand j'ai arrêté ma carrière, c'est que je travaillais à la mairie d'Antibes et j'étais aide-moniteur et j'avais un but. Donc j'ai repris la niaque des sportifs. J'ai dit, je suis aide-moniteur, demain je serai moniteur, après je serai moniteur-chef. Donc j'avais un but et tout. Et donc toute cette période-là, après ma carrière, je l'ai construite comme ça. Ce qui n'est pas le cas des pros maintenant. Les pros, ils finissent leur carrière, ils ont peut-être réussi à mettre un peu d'argent de côté, mais ce n'est pas encore sûr, hein, parce que les grosses voitures, la belle vie, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'après, la reconversion n'est pas facile. Et pas facile parce que toute votre carrière, vous êtes chouchouté, vous arrivez dans le vestiaire, vous avez votre short, votre maillot, voilà, presque on vous demande ce que vous avez besoin et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'après, vous êtes livré à vous-même. Elle n'est pas forcément peaceful, hein. Ça peut être une blessure aussi, l'arrêt de la carrière. C'est pas juste l'arrêt de la carrière, ça peut être. En fait, dans l'accompagnement en prépa mentale, c'est vrai que comme j'étais pas prévue, j'ai pas détaillé en quoi mon intervention consistait. Mais il y a aussi tout ce qui est partie fixation d'objectifs. On en parlait tout à l'heure. Et la gestion du triple projet. C'est-à-dire que le sportif n'est pas qu'un sportif. Il va être un étudiant, il va être un enfant, un ado, un homme, une femme. Et en fait, l'accompagnement en prépa mentale va aussi mettre en lumière directement, dès le plus jeune âge. Moi, le premier accompagné que j'ai, il a 12 ans. Et il veut faire du golf. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment de lui faire prendre conscience que, OK, tu veux être prof de golf, pro de golf, donc, ou de basket ou quoi que ce soit. Mais attention, c'est pas que ça la vie. Toi, tu es aussi un homme, tu es aussi une personne qui va construire ton avenir. Et en fait, c'est important dès le plus jeune âge et dès le départ de faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le rugby. Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que la natation. Pourquoi? Parce que quand intervient une cassure, quand intervient une blessure, quand intervient un arrêt de carrière brutal parce que le sélectionneur finalement il n'a plus envie de travailler avec toi ou parce qu'il y a quoi que ce soit, derrière, il y a des bases solides au niveau de la fondation psychologique et au niveau de la création de notre vie qui vont faire qu'il y aura moins de pression aussi là-dessus. Et c'est vrai que je pense vraiment aux sportifs de haut niveau aujourd'hui et notamment ceux des Jeux Olympiques qui ont cette redescente-là ou ceux qui font des records et puis derrière, ils rentrent chez eux, ils sont tout seuls et ils disent mince, finalement, c'est quoi ma vie maintenant? Parce que j'ai fait mon record, parce que j'ai fait ma sélection. Et ça, c'est vrai que un accompagnement mental, il y a le volet psychologie. Et moi, j'ai vraiment le volet performance qui permet d'accompagner les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui sur ce sujet-là qui est très sensible et encore peut-être un peu tabou, hein, parce qu'en France, excusez-moi, bon, je ne vais pas faire ma mauvaise langue, mais on n'a pas cette culture de dire « je vais bien, je vais me faire accompagner ». En fait, c'est vraiment, si je vais mal, je me fais accompagner. Alors que c'est là qu'on fait erreur. La préparation mentale, c'est aussi pour l'amélioration des performances. Ce n'est pas que parce que j'ai un problème à gérer. Et le deuxième volet aussi, c'est « ah non, mais moi, j'y arrive tout seul ». Alors ça, on l'entend, hein. Par contre, au Canada, on ne l'entend pas. En France, on vient avec des préparateurs mentaux, limite, on les cache en mode « vas-y, mets-toi derrière, qu'on ne voit pas trop ». Au Canada, on arrive avec 10 préparateurs mentaux et on est fiers de se faire accompagner. Et là aussi, il y a une évolution des consciences à apporter qui peut être juste géniale. Et ce qui est top, c'est qu'on est au début, mais que la marge de progression, elle est énorme. Et donc, tous ensemble, si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien pour ça. Donc déjà, merci et bravo à vous d'être là. Merci. Oui. J'aurais voulu juste rajouter quelque chose au niveau des sportifs de haut niveau. La chose aussi, c'est que, attention, le sport de haut niveau, on sollicite énormément les mitochondries, les petits organes dont je vous ai parlé qui fabriquent l'ATP. Et donc, on génère du stress oxydant, un déséquilibre au niveau des antioxydants et des radicaux libres. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que souvent, chez les sportifs de haut niveau, il y a aussi un stress oxydant important, une inflammation importante, qui peut générer aussi un problème au niveau du microbiote, enfin un déséquilibre au niveau du métabolisme de manière générale. Donc, il y a peut-être ça aussi qu'il faut penser et peut-être aussi prendre en compte la biologie et travailler notamment sur ce stress oxydant avec les antioxydants notamment. Voilà. Et elle est peut-être un peu bizarre, ma question, mais est-ce que une pratique excessive du sport peut être considérée comme une addiction? Et là, dans ce cas, comment lutter? Parce que du coup, ça devient négatif. Comment? Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, tout est question d'équilibre. Ouais. Donc le sport, si tout est OK, si c'est de manière... si on ne tombe pas dans l'excès,
Parce que voilà, la pratique excessive est mauvaise, donc oui, ça va être mauvais. Par définition, une addiction, c'est à partir du moment où ça nuit à la santé. Donc c'est vrai qu'il y a la frontière est mince aussi là en sport de haut niveau, mais dès que ça nuit à la santé physique et psychologique, ben, on peut parler d'addiction. Et d'ailleurs, il y a des critères DSM en psychiatrie, des items. Donc je ne suis pas psychiatre, mais en consultation, on pose des questions et il suffit de valider les items et on voit qu'il peut y avoir une addiction au sport. Il y a la bigorexie. Ouais. Monsieur? Je pense qu'il faut distinguer la consommation excessive et l'addiction. L'addiction, ce qui le distingue, c'est la notion de dépendance. Donc, quand vous dites du sport excessif, s'il n'y a pas de dépendance, ça aura un impact effectivement au niveau santé, hein, voilà, mais ce n'est pas nécessairement une dépendance. C'est important. Sur la typologie des publics, en fait, juste vous dire en XAPA, aujourd'hui, le élément typologique au niveau social qu'on a, c'est qu'on sait qu'on a 60% d'hommes et 40% d'âmes en XAPA. Voilà, on est majorité de polyconsommation et aujourd'hui, en termes de, c'est pour ça que c'est aussi dangereux de faire une entrée produit. On est beaucoup sur des addictions sans produit. Je pense qu'on est tous ici addicts à nos portables. C'est une addiction parce qu'il y a une dépendance réelle. Hein, voilà. Pourquoi on regarde son portable? C'est pas parce qu'il a sonné, c'est parce que voilà, il faut qu'on le touche, il faut qu'on le voilà. Donc là, il y a une notion de dépendance qui peut exister. Voilà, après, qu'est-ce que ça produit en termes de santé? C'est à chacun de savoir. Et voilà, mais c'est bien distinguer ça, consommation excessive et addiction. Et la question de la dépendance, c'est ce qui va qualifier ou pas la dimension addictive. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une question parmi vous? Bon, Je pense qu'on va donner la parole d'abord au docteur Isabelle Aubanel et puis je dirai le petit mot de la fin pour vous donner rendez-vous. Merci encore de votre présence. Comme à chaque fois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces interventions, tous ces apports de connaissances qui nous enrichissent tous à chaque fois. Je dirais quand même qu'on peut être quand même addict au sport et qu'il y a un bénéfice secondaire à en faire. Parce que j'avais un premier mari qui était coureur marathonien et qui m'emmerdait, en fait. Parce que dès qu'il ne courait pas, il ne se sentait pas assez bien, il fallait vraiment qu'il aille courir. Et ça, c'est un vrai souci aussi dans les familles. C'est que le sport excessif et ces sportifs qui nous pompent l'air avec leur activité physique exagérée, ça met aussi en difficulté aussi le tissu social autour. Donc, il n'y a pas que l'addiction aux produits, il y a vraiment aussi, voilà. Et je me souviens que voilà, il fallait qu'il sécrète ses endorphines, il fallait qu'il aille courir, il trépignait comme ça. Et c'était bon, c'est pas pour ça qu'on a divorcé, mais c'était ça a fait partie des cases à cocher. Et voilà, c'est un souvenir. Et c'est pour dire que même j'avais en horreur la course à pied, l'activité physique, parce que l'entourage vivait ça vraiment comme c'était une soumission à l'activité de l'autre. C'était un rejet. Du jour où on a divorcé, je me suis mise à courir, à faire du sport, à faire du biking et tout ça. Voilà, j'avais repris mon activité et mon self-control. Donc voilà, il y a tout ce côté-là qui est important. En tout cas, vraiment, merci pour toutes vos interventions, toute voilà, cette science que vous mettez aussi à contribution et que vous arrivez à infuser à nous tous comme ça. Et après, on peut être vraiment des porteurs de flammes aussi pour aller expliquer à nos entourages à quel point tout est lié. Et cette activité physique, autant pour la santé que pour les sportifs, ça a vraiment un intérêt et on le voit à chaque matinale. Dans tous les sujets que l'on touche, voilà, on fait à chaque fois le lien entre le sport et la santé. Donc, merci encore sur cette thématique d'avoir été aussi brillant. Et à la prochaine. Alors, je vais garder le petit mot de la fin et j'espère, moi, pour le coup, que vous avez toutes et tous développé une addiction. Laquelle, à votre avis? Exactement. Matinale. Pour le coup, c'est pas du tout mauvais pour la santé. Donc, j'espère maintenant que vous êtes totalement addict au matinal.
Si c'est le cas, j'en suis ravie, on en est tous ravis. Je vous donne rendez-vous le 21 novembre pour parler des bienfaits et de l'incidence de l'activité physique sur les cancers masculins. Donc, on va bien sûr raisonner avec le mois de novembre et Movember et on pourra donc aborder cette thématique ô combien intéressante. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.